Salut et bienvenue à cette quatrième partie de notre leçon 5 qui porte sur le travail à l'établi. Et puis on va continuer notre travail en regardant les tarots et les filières. Puis comme vous pouvez voir ici, j'ai aligné plusieurs différents genres de tarots. Fait que regardons-les d'un peu plus près. Ici, on a un ensemble de tarots ou un jeu de tarots, ébaucheurs, intermédiaires et finisseurs. On les retrouve en groupe de 3 comme ça. Ce sont des gougures, des tarots à gougure droite, comme on peut voir. Ici, on a un tarot à gougure droite également, mais à tenon dégagé. Ici, on a ce qui semble être un tarot à gougure droite, mais c'est un tarot à pointe spiralée en réalité. Ici, on a un tarot à gougure hélicoïdale. Et ce tarot-ci n'a pas de gougure du tout. C'est un tarot sans gougure, un tarot de forme. Et finalement, ici, on a un tarot pour produire des filets coniques. De tous ces tarots-ci, celui-ci est celui qui a une raison d'être claire, puisqu'elle produit un filet qui est différent de toutes les autres. Mais toutes ces tarots-ci produisent sensiblement le même filet. Donc, pourquoi qu'ils existent? Si on regarde ce jeu de tarot à gougure droite, on remarque comme différence principale la conicité sur le bout ici. Et on remarque que pour le tarot ébaucheur, on a à peu près 9, 10, des fois 11 filets qui sont progressivement déformés ou enlevés vers la pointe. Ça part de rien et on obtient notre premier filet entier vers le 10e ou des fois 11e tour de filet. Dans le cas du filet intermédiaire ou du tarot intermédiaire ici, on remarque que également on va de rien au bout, le filet est complètement enlevé, mais notre premier filet entier se situe aux alentours du 5e tour de filet. Tandis que notre tarot finisseur ici, on remarque sur son bout qu'on n'a que 1,5 à 2 filets de progressivement enlevés au bout. Donc on part de 0 à un filet entier en dedans 2 tours normalement. Ces tarots ébaucheurs sont excellents pour partir le filet dans un trou. D'où le nom ébaucheur, commencer, partir. Leur conicité permet de les insérer dans le trou qu'on a produit au préalable et de s'engager pour quelques tours de filet, en fait, de profondeur. Donc, aussitôt qu'on se met à tourner l'outil, on est en train de couper. Et ça, c'est un gros avantage. Là, ils vont couper progressivement. Donc, chaque tour d'outil forme le filet un peu plus. Et graduellement, sur 10 ou 11 tours d'outils, on forme un filet entier. Là, ça a l'avantage de réduire la pression de coupe. Ces outils-là coupent plus facilement parce qu'ils coupent très progressivement, de presque rien à un filet complet 10 ou 11, 9, 10 ou 11 tours plus tard. Et ça également a l'avantage de réduire l'usure sur l'outil, puisque l'action de coupe est répartie sur un plus grand nombre de dents, chaque dent faisant son petit bout de chemin, son petit bout de travail, et n'enlevant qu'un petit copeau. C'est une coupe très progressive. Donc, ces tarots ébaucheurs sont excellents pour partir un filet. Mais à quel moment est-ce que je m'en sers autre que ça? Réellement, je peux m'en servir tout le temps. Et si je peux, c'est le tarot que j'utilise. J'évite d'utiliser les autres si je peux utiliser un ébaucheur pour partir et finir un filet. À quel moment est-ce que je peux utiliser un tarot ébaucheur pour partir et pour finir un filet? Lorsque le filet que je produis passe de bord en bord de la pièce et que la pièce est relativement mince en épaisseur, je peux utiliser un tarot ébaucheur pour commencer et pour finir le filet. Puis un exemple de ça, c'est notre projet de jauge à forêt. Les trous sont petits, oui, mais je n'utilise que des tarots ébaucheurs sur ce projet-là. Puisque le projet est relativement mince, je peux obtenir un filet entier avec le tarot ébaucheur. Donc,
Ces tarots-ci, les tarots intermédiaires, ben, ont un peu moins de conicité sur le bout. Et ça veut dire qu'ils ont une plus grosse ou une plus longue partie de filet entier sur l'outil. Et ça veut dire que si inséré dans le trou, ben, dans un trou, ben, ils vont pouvoir produire un filet entier plus profond que ce qu'on aurait pu produire avec le tarot ébaucheur. Ils servent réellement à ça. Le tarot intermédiaire sert à produire un filet plus profondément dans un trou que ce que j'aurais pu faire avec l'autre. Là, les tarots finisseurs, eux, n'ont presque aucun chanfrein ou conicité sur leur bout. Ils ont un filet entier jusqu'à 1,5 à 2 tours du bout de l'outil. Et ça veut dire qu'ils peuvent produire un filet presque jusqu'au fond d'un trou pour produire un filet entier aussi creux que possible, évidemment sur un trou qui a un fond. Et c'est pour ça qu'on s'en sert. Mais la question qui m'est souvent posée une fois que j'énonce ça, c'est la suivante. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas utilisé ce tarot-là dès le départ? Et la raison pour ça, ben, elle est simple, il y en a deux. Premièrement, ces outils-là sont très ou excessivement difficiles à partir dans un trou s'il n'y a pas déjà un filet existant. Si jamais vous l'avez essayé, mais c'est très frustrant à faire et presque impossible à faire en réalité. Donc, ça, c'est la raison principale. La deuxième, ben, c'est mécanique, dans le sens que ces outils-ci, les tarots finisseurs, ont très peu de conicité et la totalité de l'action de coupe est effectuée dans le premier tour et demi à 2 tours de filet. Et ça met beaucoup de tension et de stress sur ces petites dents-là au début. Ça le concentre tout là plutôt que de le répartir sur plusieurs dents. Et ça fait quoi? Bien, de l'usure prématurée. Et même, on peut casser des dents assez facilement sur ces tarots-là. Donc, on s'en sert réellement juste pour finir, pour, dans le fond, réduire la quantité de coupe qu'ils doivent produire. Lorsque on peut, bien, normalement, on commence avec le tarot ébaucheur, aussi profond qu'on peut le faire. On suit ensuite par l'intermédiaire pour se rendre encore aussi profond que possible, pour finir et vraiment seulement finir avec le finisseur si on a besoin. Mais qu'est-ce que je peux faire si je ne peux pas me rendre jusqu'au fond du trou avec le tarot finisseur? Mais dans ces circonstances-là, j'utilise le prochain type de tarot, qui sont les tarots à tenon dégagé ou à tenon réduit. Donc, on se rappelle, on a ici notre tarot ébaucheur, intermédiaire et finisseur. Et on voit ici un quatrième tarot, qui de toute évidence est un tarot finisseur, comme celui-ci. Mais il y a une différence majeure. Et ça, c'est que le tenon, ici, est un petit peu plus petit que le diamètre mineur du filet. Donc, ça lui donne un avantage marqué sur les autres. Et l'avantage majeur de ces tarots à tenon dégagé, ben, c'est que leur tenon est plus petit que le diamètre mineur du filet. Et ça veut dire que je peux tarauder en profondeur. En réalité, ce tarot pourrait passer bord en bord d'une pièce. Le tenon n'interférera pas avec le filet. Et c'est merveilleux parce que je peux produire des trous taraudés beaucoup plus profonds. Et encore une fois, la question se pose. Pourquoi pas utiliser ça tout le temps? Bien, pour deux raisons. Premièrement, le tenon réduit est beaucoup plus flexible et un petit peu plus difficile à contrôler. Et deuxièmement, bien évidemment, elle casse beaucoup plus facilement que les autres. Donc, on les utilise seulement lorsque requis. Le prochain tarot ici bien, est un tarot à pointe spiralée. Et on voit qu'on a 4 à 5 dents progressivement enlevées, donc une petite conicité. Donc c'est un tarot qui pourrait être utilisé pour partir un filet. Elle a une gougure droite, mais elle a sur son bout une pointe spiralée à gauche. Bon, ben, ces tarots à pointe spiralée ont une gougure droite, comme ceux qu'on vient juste de voir. Mais ils ont à leur pointe une gougure spiralée à gauche, sur une courte distance. Dans le fond, la longueur des dents qui sont enlevées sur le bout,
plus un petit peu. Et cet angle d'hélice à gauche, bien, elle pousse les copeaux vers l'avant. Bon, bien, il est normal de penser que si un angle d'hélice à droite bien, tire les copeaux vers le dessus ou vers l'extérieur du trou, vers le haut, sur un outil normal, bien, si on avait un angle d'hélice à gauche, ça aurait tendance à le pousser ou pousser les copeaux vers l'avant. Et c'est ce qu'on veut faire ici. C'est plus un tarot de production, puisque avec ce tarot-ci, je peux tarauder jusqu'à pleine profondeur et retirer sans être obligé d'arrêter maintes fois pour nettoyer et dégager les copeaux. Pourquoi? Parce que les copeaux sortent par gravité du bout du trou. C'est pour tarauder des trous qui passent bord en bord. Et puisque je pousse les copeaux vers l'avant, bien, les copeaux sont dégagés, ils ne viennent pas en contact avec l'outil et ça permet un travail beaucoup plus rapide. Donc, c'est vraiment plus un outil qu'on utilise en production. Le prochain tarot, c'est nos tarots à gougure hélicoïdale, okay? Comme on voit ici. Là, si nos gougures à pointe spiralée pouvaient être utilisés en production, mais ils pouvaient également être utilisés à l'établi parce qu'il y avait 4 à 5 dents enlevées au bout et on pouvait les engager dans un trou là, manuellement. Tandis que la gougure hélicoïdale ici, ces tarots-ci n'ont qu'un ou deux dents enlevées sur le bout et ils sont strictement réservés à la production. On ne peut que s'en servir que sur des machines-outils. On ne peut pas les utiliser manuellement. Là, on sait que l'angle d'hélice des gougures d'un forêt, qu'un angle d'hélice à droite, bien, tire les copeaux vers le haut pour les sortir du trou qui est en train de produire. Bien, c'est normal de penser que l'angle d'hélice à droite d'un tarot à gougure hélicoïdale va faire la même chose. Et c'est pour ça qu'on s'en sert, c'est pour sortir les copeaux vers le haut. Donc, si le tarot à pointe spiralée poussait les copeaux vers le bas et était utilisé pour des trous qui passaient bord en bord d'une pièce, bien, ceux-ci sont utilisés pour des trous qui ne passent pas bord en bord de la pièce, mais que je veux tarauder rapidement en situation de production. Puisque ces tarots dégagent bien les copeaux, je n'ai pas besoin d'arrêter à mi-profondeur, reculer, nettoyer et recommencer. Je peux tarauder jusqu'à pleine profondeur et ensuite me retirer d'un seul coup. Et ça fonctionne très bien. Mais gros désavantage, comme j'ai mentionné, ces tarots sont à peu près inutilisables à l'établi. Ils sont réellement strictement réservés pour le taraudage machine dans des situations là, bien contrôlées. Le dernier tarot ici est un tarot sans gougure. Elle forme un filet, elle ne le coupe pas et c'est un tarot de production qui doit être utilisé sur machine-outil. Là, pourquoi est-ce qu'on voudrait former un filet plutôt que de le couper? Mais en réalité, à la maison, vous ne voudrez probablement pas former. C'est très complexe. Les vitesses, les lubrifiants, le type de matériel, tout ça affecte la façon de couper ou de former, je devrais dire. C'est réellement réservé pour l'industrie. Ça prend des machines à commande numérique puissantes ou des machines dédiées au taraudage pour vraiment le faire efficacement. Mais n'empêche que ça serait quand même intéressant de comprendre un petit peu pourquoi c'est important de former au lieu de couper des fois, ou de rouler, qui est une autre façon de former un filet. Et c'est une question de structure et de direction de grain. Si je regarde la direction granulaire du grain d'une barre d'acier normale laminée à froid ici, bien, on voit qu'elle va dans le sens de la longueur. Et si je coupe un filet, bien, je coupe les grains et j'affaiblis le filet en faisant ça. Tandis que si je forme un filet, soit en le roulant, soit en le formant avec un tarot, pour une vis de bonne qualité, un écrou, un boulon de bonne qualité, un écrou de bonne qualité, bien, on va rouler ou former et je maintiens la structure granulaire. Je ne suis pas en train de couper rien, je forme, donc je comprime et je déforme, mais je maintiens la structure intégralement. Et ça donne un filet beaucoup plus fort. C'est vraiment juste pour ça qu'on voudrait avoir pour des accessoires d'assemblage de haute qualité, des filets roulés ou formés.
Alors, récapitulons. On a au bout ici un ensemble ou un jeu de tarots à gougure droite, donc un ébaucheur, intermédiaire et finisseur. Là, ces tarots à gougure droite dégagent mal les copeaux, donc ils doivent être retirés, nettoyés et réinsérés régulièrement pendant qu'on produit notre filet, mais ils sont réellement bons et réservés au travail à l'établi. Le tarot ici, même style, sauf à tenon dégagé. Ici, on a fait tout travail à l'établi seulement. Ici, on a moitié-moitié. Un tarot à pointe spiralée qui peut aller vers la production, donc taraudage machine, ou vers le travail à l'établi. Il vraiment peut aller des deux côtés. Et celui-ci, on a vu, poussait les copeaux vers l'avant. Les deux suivants ici sont réellement des tarots de production et doivent être utilisés sur des machines-outils, donc gougure hélicoïdale et de formage ou sans gougure. Et finalement, le tarot conique ici pour produire des filets pour la plomberie, mais cela on n'en parlera pas vraiment dans cette vidéo-ci. Et ça nous amène à nos clés ou nos tournes à gauche ou nos manches de taraudage. Et ça, c'est l'exemple typique d'un manche ou d'un tourne à gauche, conçu pour tenir le tenon carré du tarot. C'est le type qu'on utilise de préférence, et on va expliquer pourquoi dans quelques minutes, mais ils viennent en différentes grosseurs. Donc ça, c'est à peu près une grosseur moyenne, et on peut avoir plus petit ou plus gros, différents genres. Et c'est ceux qu'on utilise de préférence. On a également ces poignées en T, pour activer ou actionner un tarot. On s'en sert pour reprendre un filet surtout. C'est pas préférable de les utiliser pour le taraudage proprement dit. Vraiment la reprise de filet. Puis ça veut dire repasser un tarot une deuxième fois à travers un trou déjà taraudé pour enlever des bavures, des saletés ou pour réparer un filet légèrement endommagé. Commençons par regarder ces porte-tarots en T. Là, j'ai mentionné qu'ils sont surtout utilisés pour reprendre un filet existant, puis qu'on devrait éviter de s'en servir pour tarauder. C'est pas parce qu'ils peuvent pas être utilisés pour tarauder, mais ils augmentent nos chances de briser le tarot, vraiment de trois façons. Et la première, c'est qu'ils ont une hauteur, et ils, effectivement, rallongent le tarot qui va être en bas ici en quelque part, puis notre force va être en haut ici. Tout ce qui rallonge la longueur du tarot augmente la force en flexion que j'applique quand j'essaie de tourner cet outil-ci et augmente la chance que je brise mon tarot. On veut la poignée vraiment le plus proche du tarot possible. Et ces poignées en T, bien, ça nous éloigne. Deuxième chose, c'est la longueur de la poignée. Ces poignées-ci sont très courtes. Et ça cause un problème parce que quand on tourne, il faut qu'on force beaucoup pour activer l'outil. Le plus que je force, le moins sensible que mes doigts deviennent et le moins que je ressens ce qui se passe au niveau du tarot. Si j'ai des poignées très longues, bien évidemment, je vais avoir un meilleur retour d'information. Puis je peux réellement sentir dans mes doigts ce qui se passe au niveau du tarot et éviter de briser le tarot de cette façon-là. Fait que ça, c'est la deuxième raison. Et la troisième, c'est qu'il y a une forte tentation avec ces outils-ci de les tenir comme ça. Et notre poignet, ben, c'est pas un joint à rotule. Et quand on tourne, ben, on plie en même temps. Ça, c'est le mouvement normal du poignet. Et ça, évidemment, ça met beaucoup de force en flexion sur l'outil, puis ça augmente encore une fois nos chances de briser le tarot. Là, ces clés en T ont deux gros avantages, par contre. Et ça, c'est que ils réduisent l'espace requis pour travailler. Donc, si je suis serré et je n'ai pas grand place pour travailler, mais souvent, ces clés hantées, bien, ça devient très pratique. Et également, si j'ai un tarot qui n'a pas de trou de centre et j'aimerais en avoir un, bien, certains clés hantées, pas celle-ci, il n'y en a pas, mais celle-ci, elle a un trou de centre sur l'arrière ici. Et ça me permet d'utiliser un centre à ressort,
pour aligner mon tarot dans un trou. Allons voir comment ça peut fonctionner. Ce que je veux faire ici, c'est produire un filet 1/4 dans un trou, dans cette pièce d'acier doux. Là, j'ai déjà percé mon trou à 201 millièmes de pouce et j'ai maintenu l'alignement puisque ma pièce percée est fixée sur la table et que la table est bien barrée en place. Et je peux voir que tout s'aligne. Parce que pour que cette opération fonctionne, il faut que je maintienne l'alignement du foret du trou jusqu'à ce que mon filet soit presque complet. Bon, ça c'est bien installé. Je veux donc maintenant, et regardez, je me suis laissé beaucoup d'espace, parce que ce que je veux faire, c'est installer cette pointe à ressort dans mon mandrin porte-forêt et utiliser cette pointe pour guider mon tarot 1/4 droit, perpendiculaire ou parallèle au trou, avec le trou de centre dans le manche hanté et cette pointe à ressort. Installons ça. Là, je peux voir que ceci est très pratique parce que puisque je suis monté sur ressort, la pointe ici, je peux avancer et reculer à mon aise et vraiment bien tarauder le trou. Donc, je peux briser le copeau et reculer et revenir. Mais je peux constater également que cette poignée est très petite et elle m'oblige à forcer beaucoup. C'est pas quelque chose de très confortable à travailler avec et il me reste beaucoup de taraudage à faire. Donc, à ce stade-ci, puisque je suis bien engagé droit dans la pièce, ça serait le bon moment pour enlever tout ça et aller à l'établi, dans l'étau d'établi où je suis stable et finir le taraudage avec un tourne à gauche là, plus conforme. Mais qu'est-ce qui arrive si on n'a pas de poignée en T avec un trou de centre dedans ou on n'a pas une pointe à ressort? Mais on peut quand même utiliser la rectitude de notre perceuse pour aligner le tarot dans le trou. Ce qu'on ne veut pas faire, c'est le faire avec la machine qui fonctionne. Okay? Fait que pas de pouvoir ici, on n'engage pas, on n'allume pas la machine pour faire ce que je vais faire ici. Puis pour être certain qu'on ne le fait pas, ben, vous pouvez voir ici, j'ai débranché la machine. Je veux dire, les petits boutons amovibles ici comme ça, c'est bien beau, mais une chose est certaine, quand la machine n'est pas branchée dans le mur, elle ne peut pas partir. Bon, mais ceci étant dit, ce que je veux faire, c'est, j'ai mon trou pré-percé à 201 millièmes de pouce pour un 1/4. Je vais insérer mon tarot dans le mandrin, puis je vais le serrer là, mais je ne le tuerai pas là. Je veux qu'il soit serré, mais pas mortellement serré. Bon, mais je suis rentré là. Je me suis laissé beaucoup d'espace, pour on va voir pourquoi. Je vais descendre mon outil à ma pièce et je vais, en maintenant une légère pression ici, engager l'outil dans la pièce. Bon, je suis à peu près 2,5 à 3 tours de pénétration et ça c'est en masse pour tenir l'outil aligné. Je maintiens une pression ici.
Si je laisse aller la poignée, le ressort dans la manivelle, bien, il va vouloir remonter mon étau vers le haut et évidemment, probablement briser mon tarot. On maintient une légère pression et à l'aide de notre clé de mandrin, je viens défaire mon mandrin et je peux maintenant le remonter, laissant tout l'assemblage ici en bas. C'est pour ça que je me suis laissé beaucoup d'espace là. Là, je peux travailler à mon aise et utiliser une tourne à gauche qui est plus facile à utiliser pour terminer mon opération de taraudage. Mais ici, ce n'est pas la bonne place pour ça. Ce qu'on devrait faire réellement, c'est dire je suis engagé. On va enlever la pièce d'ici. Je suis bien droit, je vais pouvoir aller transférer ça là-bas. Je n'ai pas loussé mon tarot. Et je vais m'installer dans mon étau d'établi, qui est vraiment ma troisième main stable, qui libère mes deux autres. Et là, avec mon tourne à gauche, je vais pouvoir compléter ce trou taraudé-là vraiment correctement. Et ici, on a une tête à tarauder. Là, c'est pas un appareil, ça, qu'on a normalement dans un petit atelier maison. Il n'y a pas de raison de l'avoir, c'est dispendieux, puis c'est pas pratique pour les travaux de tous les jours. Mais c'est un outil qui accélère la cadence de travail et qui est intéressant à voir. Et je vais pouvoir, avec cette tête à tarauder-là, utiliser mes tarots de production en série à gaugure hélicoïdale. Là, rappelez-vous, c'est toujours bon de s'exposer à des nouvelles choses, puis c'est pour ça qu'on le voit, mais il ne faut pas oublier, il ne faut pas s'exposer, en tout cas pas en public, parce que vous allez vous faire arrêter pour ça, puis c'est pas correct. Mais s'exposer à de nouvelles choses, bien ça c'est acceptable, et c'est pour ça qu'on le regarde. Si on commence avec ce qu'on a en bas ici, j'ai ma pièce que je veux tarauder, que j'ai montée dans un étau, pour me donner un peu de masse, parce que ceci va être flottant. Ça va me permettre de me déplacer rapidement d'un trou à l'autre, puis quand même contrecarrer la force de taraudage, parce que j'ai une bonne masse ici que je vais pouvoir tenir à la main. J'ai pré-percé 5 trous qui ne passent pas bord en bord de la pièce. Et donc, je vais vouloir utiliser comme tarot de production mon tarot à gaugure hélicoïdale qui va sortir les copeaux vers le haut. Ensuite, on peut voir ici qu'on a notre tarot à gaugure hélicoïdale monté dans le porte-tarot, qui lui est flottant. On voit qu'il y a un certain mouvement dans tous les sens, en haut, en bas et côté-côté, ce qui me donne un peu de jeu, parce que cette tête à tarot-là me donne réellement 3 choses importantes. Ça me permet d'avoir un peu de jeu ici. Ça flotte tout en tournant positivement l'outil. Et ça, c'est important pour ne pas briser le tarot, qu'il y ait un certain flottement possible. Deuxième chose d'important ici, c'est qu'à l'intérieur, il y a un train d'engrenage qui permet d'inverser le sens de rotation de la broche. Donc, quand je descends, il va tourner dans le sens normal, et quand je remonte ici, ça va enclencher des engrenages qui vont changer la direction de rotation et l'outil va pouvoir ressortir librement du trou. Fait que ça, c'est notre deuxième chose. Troisièmement, on a un embrayage à friction ici. Et ça, c'est important. Je l'ai réglé au niveau 2 pour éviter de briser mon tarot. Si je file jusqu'au fond et je frappais le fond et il n'y avait pas d'embrayage à friction, mais je pourrais facilement m'appliquer trop de force et briser mon tarot. Ça ici, ça va me sauver bien des maux de tête, mais ça peut être compliqué à régler correctement. J'ai réglé ma vitesse et pas finalement, mais presque. On peut voir ici qu'on a un petit bras qui s'accote. Pour l'action d'inversion de sens de rotation, il faut qu'au moins une partie du train d'engrenage ne soit pas en rotation avec la broche. Et c'est à ça que sert ce bras-ci, qui vient s'accoter contre la butée que j'ai placée sur la table pour permettre un mouvement libre tout en empêchant la rotation d'une partie du train d'engrenage. Bon, là, finalement, c'est l'huile de taraudage. Là, on va vouloir utiliser de l'huile ici pour aider avec la coupe de nos filets. Donc, regardons à quoi ressemble le taraudage de trou à l'aide d'une tête à tarauder.
ça, c'était pas mal intéressant à regarder. C'est toujours le fun de voir des outils de production travailler. Par contre, comme j'ai mentionné, c'est pas un outil qu'on aura à utiliser dans un atelier maison. Mais c'est le fun de le voir et de savoir que ça existe. Là, il est important de mentionner qu'on n'a pas regardé les deux méthodes les plus populaires pour aligner un tarot sur une pièce ou dans un trou. Et ça, c'est parce qu'on les a déjà vus ou ils font déjà partie de nos vidéos pratiques. Et ça, les deux méthodes, c'est d'utiliser un bloc pré-percé avec un trou de dégagement qui nous permet d'aligner un tarot facilement. Et on peut voir ça dans notre vidéo du bloc 1, 2, 3, puis voici un lien pour ça. Et dans cette même vidéo, et à peu près au même endroit, on voit également comment utiliser un équerre pour aligner un tarot lorsqu'on veut l'aligner bien droit avec le trou qu'on veut tarauder. On voit cette technique-là également avec le projet Jauge à forêt. Puis voici un lien pour celui-là. Mais ça serait probablement un bon temps pour commencer à regarder d'autres vidéos que ceux que je mets jusqu'à date ici comme lien, parce qu'il va falloir qu'on commence à regarder un petit peu plus le fraisage. Donc, je suggère à ce moment-ci de peut-être aller voir la vidéo sur l'alignement d'étau sur fraiseuse, et voici un lien pour cette vidéo-là. Et aussi la vidéo sur l'équarrissage ou comment rendre un bloc carré. Et voici un lien pour la vidéo qui nous montre quelques techniques ou quelques approches différentes pour rendre un bloc bien carré. Donc, ça va nous tenir occupés jusqu'à ce que j'ai complété la partie 5 de cette leçon 5. Et d'ici là, amusez-vous. Soyez prudents et bon usinage.